qui vient enrober, tenir l'aiguille. Donc elle est tenue. Par ailleurs, elle n'a pas assez de force pour percer la peau, même d'animaux. Et là, à la base ici, deux vibrisses, vous voyez, des petites palpes qui vibrent à 60 Hertz. Le Hertz, c'est une vibration par seconde. 60 Hertz, qui est la fréquence mécanique, de résonance mécanique de la peau. Alors c'est étonnant. Donc elle a un marteau-piqueur, elle l'injecte, elle pompe, elle retire. Si elle n'est pas dans un vaisseau, elle se retire, elle la réinjecte. Alors, elle est d'ailleurs obsessionnelle, hein, c'est affreux. Vous cachez la nuit, vous mettez une couverture sur vous, vous laissez passer votre gros orteil, elle va vous piquer le gros orteil en pleine nuit. Parce qu'elle a tous les capteurs pour ramasser. Et puis elle est obsessionnelle, elle veut absolument piquer. C'est une nécessité vitale pour elle. Alors, le voilà, vous voyez, ici, à gauche, elle est vide, à droite, elle est pleine. Et vous voyez la technique? Elle pousse et, avec le marteau-piqueur, elle injecte. Donc voilà, encore ici, vide, pleine. Et voilà son aiguille. Alors on connaît tout du moustique. Mais quand vous voyez un animal comme ça, vous vous dites, est-ce qu'on peut expliquer la haute technologie de cet animal avec des mutations aléatoires? Est-ce que c'est possible? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait expliquer des stades successifs de l'évolution du moustique? Ben non. Et c'est ce que Michael Behe appelle la complexité irréductible. Si vous supprimez un élément, le système ne marche plus. Le moustique, c'est la même chose. Si vous lui enlevez une partie, il ne fonctionne plus. La mouche, c'est étonnant. La mouche, c'est banal. Mais quand vous voyez ce qu'elle est capable de faire, c'est absolument hallucinant. Et les Américains ont récemment fait un travail, parce que la mouche a de chaque côté une espèce de petit balancier. Et les évolutionnistes disent, oh, c'est un organe vestigial qui date de l'évolution, qui ne sert à rien. Alors les Américains ont coupé les deux balanciers, il ne peut plus voler. Parce que c'est un stabilisateur hygroscopique. Alors, quand vous voyez ça dans une mouche, elle fait du looping, elle fait du vol plané, elle fait du stationnaire, que les avions ne savent pas faire encore, à part les hélicoptères. Alors, vous êtes quand même un peu sidéré de vous dire, mais comment expliquer un animal de technologie? Si vous demandez à la mouche, où est-ce que tu as appris tout ça, elle ne va pas vous dire, bah, j'ai été à l'école, j'ai appris. Non. Elle est programmée. Et c'est ça la force du constructeur et du créateur, c'est d'avoir programmé toutes les espèces dans le détail, et dans le détail technique. Les coquillages, c'est la même chose, c'est absolument prodigieux, mais ils n'ont pas de mains ni de cerveau. Et ils sont capables de faire ça. Manger un bigorneau, ici au Havre, c'est facile d'en manger. Manger un bigorneau, une espèce de truc que vous mangez, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de main, et c'est une spirale logarithmique. Une spirale logarithmique. La coquille du simple bigorneau que vous mangez est une spirale logarithmique. Alors ça aussi c'est assez surprenant. Le nautile, c'est un animal que j'aime beaucoup, j'en ai vu beaucoup au Japon et en Asie. Vous voyez le nautile vivant dans la mer, avec son gros œil ici. Il a ici des petites chambres avec un petit canal qui fait communiquer chaque chambre. Donc il injecte dans ces chambres de l'air ou de l'eau. C'est un sous-marinier qui est capable de se positionner dans la mer avec une précision absolue. Ça veut dire qu'il est quand même intelligent. Si vous lui demandez, ah ben disons, où est-ce que tu as appris ça? Il vous dira, moi je suis diplômé de l'école navale de Saint-Malo, de l'école navale du Havre. Il ne dira pas ça. Il est programmé pour ça. Alors c'est ça la force de la programmation du constructeur, c'est ça. C'est ce genre de choses. Le dauphin, c'est la même chose, il a un cerveau plus gros que l'homme, plus gros que l'homme. Il a 1500 signes de communication officiels, avec, vous savez, les Japonais disent, pour passer le baccalauréat, il faut 1500 signes de kanji. Avec 1500 signes de kanji de la langue japonaise ou chinoise, vous pouvez lire le journal. Il pourrait lire le journal. Il n'a pas de journal à lire, évidemment, parce qu'il n'a pas de culture. Vous voyez que c'est là qu'on se rend compte de la supériorité technique de l'homme. L'homme est le seul qui a une culture qu'il peut transmettre, qui peut écrire, qui peut écrire, des religions, etc. Alors l'analyse du monde vivant, on peut la faire selon deux hypothèses. Où on dit, il s'est fait tout seul, il n'y a pas d'intervention extérieure, c'est ce que moi j'ai appelé la biogénèse spontanée, ou il a été mis en place par un constructeur, c'est ce que j'appelle la biogénèse dirigée.
biogenèse spontanée, je ne vais pas vous embêter à lire tout ça, gradualisme et transformé, Darwin, Lamarck, Mendel, qui a inventé sur le petit pois, qui était un moine qui a inventé la génétique, et qui est révélé seulement en 1900, De Vries qui a inventé les mutations, tous ces types qui ont créé la théorie de la synthèse de l'évolution, théorie des équilibres ponctués de 5 bouts pour éviter les sauts. Donc tout ça, on le sait, on a une littérature absolument énorme. J'ai écrit un livre qui est assez difficile à lire. Si vous êtes intéressé, vous pourrez nous demander un exemplaire. Et alors ça, c'est Darwin. Voilà comment on le représentait à l'époque. Parce que c'était à l'époque victorienne, où la religion était extrêmement rigoureuse, et il disait l'homme descend du singe. Alors tout le monde a poussé des cris énormes, c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez? Alors on le représente comme ça. Et Jacques Monod, qui a écrit Le hasard et la nécessité, dans mon enseignant vous y avait fait allusion, et c'est vrai que Le hasard et la nécessité est un livre que tout le monde croit avoir lu. Mais si on le lit bien, réellement, en fait, Monod était darwinien comme ça. Il a eu le prix Nobel avec 2 autres. Le hasard, il écrivait, le hasard seul est à la source de toute nouveauté. Le hasard pur, le seul hasard. Voilà ce qu'il écrivait. Alors c'était quand même étonnant. Et il disait ici, quand un poisson primitif a choisi d'aller explorer la Terre, où il ne pouvait souvent se déplacer qu'en sautillant maladroitement, il avait ça le légende d'évolution. Parce que vous savez que la théorie de Darwin dit, ou des évolutionnistes, dit que la vie est sortie de l'eau, que les animaux ont commencé à... Alors vous imaginez le poisson qui se dit dans sa tête, tiens, ça serait pas mal que je me fasse pousser des pattes pour arriver à continuer le système. C'est un peu affligeant. François Jacob, qui est mort il n'y a pas longtemps, est un philosophe, et il a écrit La logique du vivant, le jeu des possibles. Et c'est terrible parce que Jacob a eu le prix Nobel. Mais il n'a travaillé que sur les bactéries. Les 3 ont travaillé uniquement sur les bactéries. Dans le jeu des possibilités, il dit « L'évolution reste loin de la perfection. La sélection naturelle opère à la lumière non d'un ingénieur, mais d'un bricoleur. » Alors quand on voit un prix Nobel qui a défini un des mécanismes les plus compliqués de la cellule, qui était le transfert plasmatique, quand on voit qu'il écrit ça, c'est sidérant. Et j'ai eu l'occasion de l'approcher. C'est pour ça que je le cite toujours, d'ailleurs, encore, j'ai eu l'occasion de l'approcher, je lui ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous ne croyez pas, quand même, quand on voit la complexité de la nature, on voit aussi des mécanismes cellulaires que vous avez définis, que ça ne peut pas se faire tout seul, qu'il doit y avoir quelqu'un qui a pu le faire, ou quelqu'un derrière. Il m'a dit, en me regardant d'un air très méprisant, je ne savais pas que des gens comme vous existaient encore. C'est sympathique, quoi. Quand on est scientifique et qu'on reçoit ça, c'est pour ça que je fais toujours ça un petit peu allusion à ce qu'il a écrit, parce que c'est absolument sidérant. Enfin, on peut leur pardonner, ils ont trouvé. Alors, rapidement, les faillites scientifiques du darwinisme, parce que je veux en finir avec le darwinisme. Le démarrage de la vie par la première cellule, personne ne le sait, personne ne peut le dire. Le hasard, la sélection naturelle, l'ancestromanie, la mutation, impossibilité statistique de la contemporanéité des mutations mâle-femelle, absence de démonstration de la filiation interprétée. Alors je ne vais pas vous embêter longtemps, mais le hasard. Le hasard, en général, c'est soit la rencontre de 2 séries qui sont parfaitement déterminées. Quand vous êtes en classe de philo, on vous apprend par exemple, le type passe dans la rue, il reçoit une tuile sur la tête. Alors on dit, ah bah c'est le hasard. Et si vous regardez la série de la tuile et la série du bonhomme, bah, on sait qu'elles vont se rencontrer à un moment donné. C'est donc la rencontre de 2 séries parfaitement déterminées. Ça peut être aussi la méconnaissance des paramètres. Par exemple, les gens qui travaillent sur les jeux de hasard, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup qui jouent au poker ou à tous ces jeux de hasard. Si vous connaissiez exactement la vitesse à laquelle vous lancez le dé, la vitesse du vent, la friction du tapis, etc., bah vous gagneriez à tous les coups. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une méconnaissance de paramètres. Ou alors, c'est quelque chose qui est un accident, en fait, même sans raison ni finalité. Or, dire qu'il n'y a pas de finalité dans le vivant, c'est de la folie. Tout est finalité.
Tout est fait pour quelque chose. Bon, alors j'ai dit, il doit être éliminé quand il existe une intentionnalité, une complexité, une réussite technique et une reproductibilité, ce qui est le cas du vivant. La sélection naturelle, c'est quoi? Alors on dit, par exemple, il y a un type horrible, enfin je dis qu'il est horrible à mon point de vue, c'est Richard Dawkins. Vous le connaissez peut-être. Dawkins est un biologiste d'Oxford qui écrit des tas de bouquins, dont un des derniers était En finir avec Dieu. Il est profondément darwinien, profondément athée, et il produit énormément de livres qui font impression parce que beaucoup de gens les achètent, il écrit bien, et ils le lisent. Mais quand vous regardez ce que c'est que la sélection naturelle, c'est Darwin qui l'a inventé. Or, c'était quoi? Il avait des copains éleveurs qui prenaient le plus beau pigeon pour mettre avec la plus belle pigeonne, le plus beau cheval pour mettre avec une jument, etc. Donc je faisais de la sélection. Il faut encore de la sélection d'espèces pour avoir le meilleur. Mais ça veut dire que la sélection faite par les éleveurs est faite par un groupe de gens intelligents qui maîtrisent les paramètres. La sélection naturelle n'a aucune intelligence. Aucune. C'est comme ça au hasard. Alors c'est la raison pour laquelle baser une théorie sur mutation-sélection n'est pas acceptable. Ce que j'appelle l'ancestromanie. Et tous les chercheurs en biologie sont victimes de l'ancestromanie. C'est quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la recherche en biologie, vous êtes obligé de chercher toujours d'où descend l'espèce sur laquelle vous vivez et où elle va. Ça, c'est... Alors moi j'appelle ça, parce que la descendance avec variation graduelle continue, créant de nouvelles espèces, c'est le credo des darwiniens. Les darwiniens croient tous à ça. Il y a des micro-variations, qui appellent le gradualisme, et ça arrive à des espèces. Mais en réalité, il y a des grands sauts technologiques qu'on ne peut pas expliquer. Et ce que j'ai écrit là, la sériation n'implique pas la filiation, c'est la vérité. Quand vous voyez une série, ça ne veut pas dire que les éléments de la série sont liés l'un à l'autre. Par exemple, vous mettez dans la rue toutes les voitures Citroën de 10 ans ou 20 ans, ben, vous ne pouvez pas dire celle-là a engendré celle-là, celle-là a fait celle-là. Évidemment, il y a des points communs, c'est évident. Si le constructeur elle-même, vous trouvez forcément des points communs. Mais ça veut dire en clair que rechercher un ancêtre est purement stérile. Et tous les arbres généalogiques que j'appelle ancestromaniaques, que vous trouvez dans les bouquins, celui-là par exemple, vous voyez l'homme se trouve par là, vous avez les singes, ici la même chose, c'est une construction purement fantaisiste, qui ne repose pas sur quelque chose de valable. Et certains paléontologues, maintenant un peu plus intelligents ou un peu plus honnêtes, disent oui c'est vrai, c'est très difficile de faire des relations dans les arbres phylogénétiques qu'on produit, parce que finalement on n'a absolument pas d'argument, c'est absolument clair. Ça c'est ce qu'on connaît d'un singe qui s'appelle Ramapithecus. Ramapithecus, alors on dit qu'il vivait il y a quelques années. Alors certains disent c'est l'ancêtre de l'homme. Alors maintenant c'est plus Ramapithecus, c'est Oroin tugenensis. C'est plus Oroin tugenensis, c'est Toumaï de Brunet. Parce que les paléontologues sont pires que les médecins. Ils se battent d'une façon terrible. Sur un paléontologue trouve dans le désert immense, un bout de mâchoire, il va élaborer toute une théorie, c'est ce qu'a fait Brunet pour ce Toumaï. Alors c'est là où on se rend compte de la relativité du système. Comme la plupart des paléontologues sont évolutionnistes et athées, pour beaucoup, c'est vraiment le résultat, on le connaît. C'est pour ça que le combat est difficile. Quand on est chrétien, qu'on croit dans le constructeur et qu'on croit dans la création, c'est très difficile d'être confronté à ces gens-là. J'ai été confronté à Coppens, à Pic, qui écrit des livres, et Pic, il écrit, au fil des générations, le crocodile s'est doté de... Alors c'est comme si vous alliez voir le crocodile, puis vous lui dites, parce que le crocodile a un sphincter dans la gorge qui lui empêche de se noyer quand il mange une proie sous l'eau. Il a un sphincter spécial. Alors si vous lui dites, bah, dis donc, tu as un sphincter, c'est formidable, où est-ce que tu as trouvé ça? Il ne vous dira pas, j'ai été aux Galeries Lafayette et j'ai dit, mettez-moi un sphincter dans la gorge. Donc ça veut dire que tous les animaux qui manipulent de la très haute technologie, les oiseaux, c'est un exemple extraordinaire, vous avez des oiseaux, des rapaces par exemple, qui volent à 300 à l'heure, qui volent en piqué à 300 à l'heure,
quand des configurations très particulières pour éviter le flux tourbillonnant dans les fosses nasales, vous avez des tas de détails comme ça qui démontrent que la nature est pleine d'espèces de très haute technologie. Cette très haute technologie n'est pas créée par l'animal et ne peut pas être modifiée par l'animal. L'animal utilise mais ne peut pas modifier. L'homme est le seul capable d'essayer de modifier, de faire des mutations, de faire des tas de trucs comme ça. Le résultat n'est pas excellent. N'est pas excellent. Parce que tous les clones jusqu'à présent n'ont pas vécu très longtemps. Alors, vous voyez, il y a une limitation. Les mutations. C'est quoi les mutations? Les mutations, c'est une erreur non prévisible et non programmable dans le processus de duplication des matériaux génétiques, mitose et métose. Alors, ça peut toucher les chromosomes ou les gènes. Je vous l'avais expliqué tout à l'heure, donc ça peut créer un arrêt de développement, c'est l'avortement spontané, ou une malformation. Mais la mutation, on peut l'interpréter comme étant le pourcentage minime d'erreurs que vous pouvez admettre dans une production de haute technologie. Il y a des mutations, c'est évident, on ne peut pas le nier, c'est clair, elles existent. Il y a des mutations qui parlent, d'autres qui ne parlent pas. Bon, alors, il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus, je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus. L'impossibilité statistique de la contemporanéité des mutations malformées. Ça, c'est étonnant. Par exemple, vous dites, bon, j'ai une espèce, il y a un mâle, je le prends et je lui fais des mutations. Donc, il ne sera plus capable de féconder les femelles de son groupe. Et il va créer une nouvelle espèce. Ah bon? Et comment? Ben, il faut qu'il trouve une femelle qui est au même moment exactement les mêmes modifications de son génome, puisqu'il y a barrière génétique, pour arriver à faire ça. Et ça, c'est statistiquement impossible. Donc ça veut dire en clair que la théorie de Darwin, qui est basée sur la filiation interspécielle, ça veut dire la possibilité de passer d'une espèce à l'autre. Alors c'est un schéma très simpliste qui plaît à tout le monde. 90% de la population est contente. On dit, ah bon, on va de la mime jusqu'à l'homme, ça passe pouf, 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 comme ça, progressivement. Mais c'est impossible. Personne n'a jamais démontré le passage d'une espèce à une autre. Personne. Aux États-Unis, il y a un groupe qui a essayé sur la drosophile, qui est la mouche du vinaigre, qui se reproduit extrêmement vite. Dans une vie de chercheur, on peut avoir 25 000 générations de drosophiles. Ils ont tout essayé avec 409 irradiations de ces malheureuses drosophiles, avec des yeux derrière, des yeux devant, des trucs, etc. Aucune n'a survécu, et ils n'ont pas réussi à changer d'espèce. Ça veut dire en clair que la filiation interspécielle, passage d'une espèce à une autre, à partir, comme le disent les darwiniens, d'un ancêtre commun, n'est pas jouable et acceptable scientifiquement. C'est tout à fait clair. Et la drosophile, c'est la bactérie, c'est la même chose. La bactérie est évidemment le matériel facile sur lequel ont travaillé beaucoup de chercheurs. Alors la bactérie a quand même une caractéristique particulière, c'est qu'elle peut changer son génome en fonction de l'environnement. C'est ce qui nous pose des problèmes terribles. La résistance aux antibiotiques, c'est ça. Vous donnez des antibiotiques à un patient, pas assez pour neutraliser les germes qu'il a. Il y a des germes qui deviennent résistants, qui changent leur génome. Et les hôpitaux, c'est l'endroit le plus dangereux où il ne faut surtout pas aller. Enfin, ça ne devrait pas le dire, mais c'est des coins très dangereux. C'est là que vous trouvez les germes les plus terribles. Et les hôpitaux sont conscients de ça, font maintenant des efforts considérables pour avoir. L'intelligent design, dont on a beaucoup parlé, en particulier avec un type qui s'appelle Michael Denton. Michael Denton est un biologiste américain remarquable. Il a écrit un livre, La boîte noire de Darwin, qui a été traduit en français. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, d'acheter son livre. C'est un gros pavé. Et ça vaut la peine de le lire, parce que c'est un vrai biochimiste de qualité. Et lui dit, bon, ben, je veux bien croire à l'évolution, parce que tout le monde y croit, mais il dit, il y a quand même des choses impossibles. C'est ce qu'il appelle la complexité irréductible. Vous ne pouvez pas faire... Alors lui, il prend l'exemple de la tapette à main. Vous savez ce que c'est que les tapettes pour tuer les choses? On met un petit bout de fromage, là elle tient, pouf, elle va. Il dit, vous enlevez le ressort de cette tapette, c'est plus une tapette à main. Vous enlevez un petit flingue, c'est plus une tapette. Donc il dit, on ne peut pas écrire la chaîne évolutive de la tapette à main parce qu'elle est ou elle n'est pas.
C'est ce qu'il appelle la complexité. Le moustique, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire, ah ben, moi je connais un moustique qui n'avait pas ça, qui n'avait pas ça. Non, il est moustique, il est moustique. Et c'est ça la force de la création du créateur, c'est justement ça. Alors je propose une nouvelle approche, que si vous détruisez une théorie, il faut en créer une autre. Je propose de parler de programmisme. C'est-à-dire, il faut accepter l'idée que le monde vivant, dans sa complexité et son intelligence, parce que c'est incontestablement a été programmé, et obéit à des règles non mystérieuses que j'appelle, moi, le jeu biologique. Le jeu biologique, il y a des règles précises, très très précises. La biologie est très rigoureuse, on s'en rend compte. Les gens qui croient faire du transhumanisme et des super... sont dans le brouillard absolu, dans le rêve absolu. La biologie se défend très très bien, elle est beaucoup plus compliquée qu'on le croit. Donc, ça, on ne peut pas dialoguer avec le constructeur, ça c'est sûr. Même, Monseigneur, vous n'avez pas de contact direct avec le constructeur, je suppose, difficilement le parler directement. Personne ne peut parler avec lui directement. Alors, c'est terrible, parce que si on pouvait lui dire, ah, tiens, pourquoi vous avez fait ça, peut-être qu'un jour, on aura cette possibilité. Il est invisible et muet. Et la conséquence de ça, qui est assez remarquable, c'est qu'on est entièrement libre et entièrement responsable. Et ça, c'est extrêmement important. Je parle de l'effet Mozart volontiers, c'est-à-dire que si je vous demande si vous connaissez Mozart, on ne peut pas me dire, ah oui, c'est un bon copain, j'ai dîné avec lui hier soir, c'est fantastique, c'est un type extraordinaire. Comment connaissez-vous Mozart? Par sa musique. C'est-à-dire, vous connaissez les symphonies, ça, vous écoutez un concerto de Mozart et vous dites, ah, quand même, il a une sensibilité particulière, il a une technique extraordinaire, etc. Ça veut dire qu'on peut connaître quelqu'un par son œuvre. Et c'est exactement la position que nous avons, nous. Nous sommes capables d'avoir une connaissance de Dieu parce qu'il a créé. Il nous a mis devant les yeux la nature. Il nous a mis devant les yeux l'univers. L'univers, c'est un monde hallucinant, où il y a des règles de fonctionnement. Même les plus grands astronomes du style de Hubert Reeve, par exemple, connaissent très bien ça, mais il ne dira pas, c'est extraordinaire, il y a sûrement quelqu'un derrière. Jamais. Ils sont athées, ils restent athées. Alors, moi, j'ai rien contre, hein, enfin, quand même. Donc, l'effet Mozart, c'est ça. C'est qu'on est dans la même situation. Alors, je propose de faire une biologie programmiste post-darwinienne, c'est-à-dire pour les chercheurs de se débarrasser définitivement de ça. Les jeunes chercheurs au CNRS, s'ils ne sont pas dans la norme, ont des difficultés énormes, quelquefois renvoyées. S'ils parlent comme je parle là, on les jette dehors, parce qu'il faut chercher l'enseigne, chercher le suivant. Ça, c'est stérile, complètement stérile. Et c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses plus intéressantes à trouver que ça. Il faut accepter les textes de la révélation, mais pas s'en servir. C'est pas la peine. Un scientifique n'a pas besoin de recourir à la Genèse ou au Coran pour expliquer ce qu'il fait. Mais il faut qu'il accepte que ça existe. Et il faut que les trois grandes religions acceptent l'idée qu'il y a un seul constructeur pour les trois. C'est le même. Autrement dit, quand dans le Coran on décrit la création, quand dans la Bible on la décrit dans la Genèse, il faut savoir que celui qui a créé ça, c'est le même constructeur. C'est la même entité. Alors que les musulmans disent qu'on ne peut pas lui donner d'image, les chrétiens donnent des images, les chrétiens parlent de Jésus est décrit dans le Coran, on parle de Jésus et de Marie, mais on n'admet pas qu'il puisse être Dieu. La Trinité, c'est un concept chrétien qui est difficile à digérer et à accepter pour les musulmans et les autres. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les trois religions. Mais ce qui est important, c'est que le constructeur est le même. Donc c'est ça qui doit triompher en finale. Je dis importance sociale du code moral transcendantal des religions. L'importance des religions, c'est de donner un code moral transcendantal. Il y a trois types de morale. La morale biologique. Alors qu'est-ce que c'est la morale biologique? Ça veut dire que si vous êtes interrogé de savoir comment ça marche, la biologie. Elle marche avec un paramètre inventé par le constructeur qui s'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est un paramètre officiel important du fonctionnement du système nerveux. S'il n'y avait pas de plaisir pour manger, il n'y aurait pas de baise et il n'y aurait pas
2 ans sur la Terre. S'il n'y avait pas de plaisir pour copuler, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants sur la Terre. Donc ça veut dire que le plaisir est un paramètre important de la biologie. Chez l'homme, comme chez les animaux. Alors il est évident que ça c'est un niveau de morale. Il y en a qui restent à ce niveau-là, qui ne vont pas au-delà. Il y a beaucoup de jeunes par exemple qui sont un peu désespérés, c'est ce que disait tout à l'heure Monseigneur, c'est qu'effectivement on rencontre des jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'heure, qui sont désespérés, et finalement certains adoptent une morale biologique. Ils n'ont pas de voiture, ils en veulent une, bah, ils vont voir un type qui en a une, puis ils le tuent. Pourquoi pas le tuer? Puisque finalement... Alors la deuxième morale, c'est la morale civique, c'est-à-dire qu'on vit en société, il faut faire des lois, des règles. Alors imaginez que tout le monde se comporte bien dans la société. Alors, il n'y aurait plus besoin d'avocats, de juges, de trucs, ça supprimerait une grande partie de l'emploi, mais non, c'est pas dramatique, mais ça souvent ça. Alors il y a des avocats, des juges, parce que les gens contournent les lois. Au fur et à mesure qu'elles sont produites, ils essaient de la contourner. Et la seule morale qui est finalement au-delà du système, c'est la morale transcendantale des religions. La religion vous donne un code moral précis. Alors il y a des rites qui varient d'une religion à l'autre, il y a des rites alimentaires, il y a des rites vestimentaires. À mon avis, ce n'est pas les plus importants. C'est dramatique de voir les conflits qu'on a actuellement sur des histoires de vêtements qui sont vraiment ridicules. Enfin, ridicules. C'est pas ridicule pour tout le monde, mais c'est pas ça la chose importante. La chose importante, c'est l'amour. C'est le paramètre amour du prochain qu'on retrouve dans le Coran, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans les évangiles, l'amour du prochain. Et même dans les évangiles, on vous dit d'aimer votre ennemi. C'est absolument sidérant, anti-humain finalement. Aimez votre ennemi. Bon, alors c'est pour dire simplement que la religion a cette importance du Coran. Le message ultime que je voudrais vous laisser, c'est le suivant. Alors vous me direz, c'est un peu taillé avec une serpe. Enfin, il faut y arriver. Il y a 2 questions. Est-ce que le monde vivant, tel qu'on le connaît ça, a-t-il pu se faire seul, sans intervention extérieure? Première question. Si vous répondez oui, vous êtes darwinien et non crédible. Voilà. Vous devez répondre non. Il faut donc admettre un constructeur, bien que ce constructeur est invisible et muet. Les espèces peuvent être transformées l'une dans l'autre par mutation aléatoire sélectionnée par la sélection naturelle. La réponse est non. Il n'y a pas d'exemple. Si vous me donnez un exemple de ça, je suis prêt à vous croire. J'ai beaucoup travaillé la question. Donc la théorie de Darwin. Darwin était un type extraordinaire, un naturaliste fabuleux. J'ai été au Galapagos, j'ai vu ce qu'il avait fait. Il a laissé un musée extraordinaire sur les tortues, les pinsons, etc. Bon. Mais en fait, Darwin s'est trompé dans sa théorie. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est en tromperie, j'avais d'ailleurs, je vais essayer de revenir, Darwin avait écrit une phrase que j'ai laissé échapper, il disait que si une espèce avait été créée sans petites variations successives, la théorie s'effondrerait aussitôt. C'est ça, il était conscient de la difficulté de sa théorie. Et il n'aimait pas la notion d'espèce, Darwin, parce que la notion d'espèce, elle est rigoureuse. Vous êtes dans l'espèce, vous êtes fécondable, vous êtes hors espèce, vous n'êtes plus fécondable. Fécondé. Fécondeur. Alors, la question que j'avais, mais qui a sauté dans la réflexion, c'était de vous dire, est-ce que vous croyez que ce monsieur est votre cousin? Est-ce que vous croyez encore qu'il est votre cousin? Vous êtes libre de le croire, mais enfin, c'est quand même un peu difficile. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention et m'excuse de votre regard. Merci professeur. Donc on va pouvoir passer quelques minutes parce que en tant que maître du temps, allez, un petit quart d'heure. S'il y a des questions, si les personnes veulent poser des questions au professeur, je vais commencer par la demoiselle et ensuite le monsieur. Il y a une question ici. Allez-y, allez-y. Appuyez sur le bouton.
Bonsoir professeur, bonsoir à tous. Alors merci pour passionnant. J'aurais une réflexion à vous poser. D'abord, la réflexion. Vous pouvez peut-être écouter pour me la dire. Ça va. Oui. Dites-la. Non, vous pouvez dire votre question. Oui. Écoutez la question, puis vous venez me la dire. Je vais parler fort alors. Donc bonsoir professeur. J'aurais une réflexion. D'abord la réflexion, est-ce qu'on peut pas considérer que dans les faits, lorsqu'on écoute le vocabulaire employé par certains, que ce soit l'individu lambda ou scientifique, il n'y a pas implicitement la reconnaissance de l'existence d'un Dieu, du milieu de l'existence. Lorsqu'on entend une expression comme la nature est bien faite, parfois nature avec un I majuscule, lorsqu'on entend le hasard fait bien les choses, ou encore l'expression du grand horloger, ou l'expression du constructeur, est-ce que derrière ces mots-là, finalement, ne se cache pas un Dieu dont le vocable serait tabou? Et donc, une autre question, s'agissant de l'état de la recherche sur les deux théories de l'évolution et de la création, j'aimerais savoir quelle est, en termes de proportion, de pourcentage, la position des scientifiques. C'est-à-dire, quelle est la convention des scientifiques qui adhèrent au créationnisme et la convention scientifique qui adhère à l'évolutionnisme? Merci. Il faut me résumer la question parce que ça ne pas très bien. Quelle est la proportion